Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la messe pour la vie célébrée hier soir par le cardinal Ouellet pour les 24 ans de la mort du professeur Jérôme Lejeune. Nous entendrons sa béatitude Louis-Raphaël Sako, le patriarche de Babylone des Chaldéens, à l'occasion du lancement du site internet Mésopotamia Héritage. Et puis retour sur l'inauguration officielle du sanctuaire de Lourdes hier, après 4 ans de travaux. La grève des cheminots a perturbé le quotidien des Français ces derniers jours et cela va continuer. Derrière, c'est la question de l'individualisme et du bien commun qui se pose. On en parle dans notre dossier avec Henrik Lindel de La Vie. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Bonsoir. Bonsoir. À tout à l'heure. Et on débute cette édition avec la messe hier soir pour la vie dans l'église Notre-Dame-des-Champs à Paris. Elle a été célébrée pour les 24 ans du décès du professeur Jérôme Lejeune. Le cardinal Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, a présidé la messe. En France et dans le monde, l'heure est à la vigilance et la lutte pour empêcher que des programmes eugéniques soient imposés partout, sans égard pour la dignité de la personne humaine, a-t-il rappelé dans son homélie. Il a aussi parlé de l'exemple du professeur Lejeune. Je vous rappelle qu'un procès de béatification est en cours depuis 2007. On écoute le cardinal Ouellet. C'était un homme d'une très profonde foi et qui avait un cœur et une intelligence unifiée et qui faisait, au fond, qui faisait sa recherche, qui faisait ses soins, qui faisait ses interventions publiques, aussi avec, je dirais, l'esprit d'un témoin du Christ ressuscité. Des paroles prononcées devant les membres de la Fondation Jérôme Lejeune. On voit ici son président, Jean-Marie Leméné, mais aussi devant la famille et la femme de Jérôme Lejeune. On l'écoute. Je pense que pour lui, c'était le respect de la vie. Vous savez, pour un chercheur, de voir cette découverte détournée qui, au lieu de guérir ou essayer de trouver un médicament pour soigner ses patients, on a utilisé cette découverte pour les éliminer avant la naissance. Pour lui, ça a été terrible. Et il a combattu ses idées et je crois qu'il serait très heureux de voir que tous les ans, le nombre de personnes qui viennent dire « on est là, on continue ». Des propos qui résonnent particulièrement en plein état généraux de la bioéthique. La consultation s'achèvera le 30 avril, mais déjà des chiffres. 20 000 personnes ont participé au débat organisé dans les régions. Près de 10 000 personnes se sont exprimées sur le site internet. Le cardinal Turkson, préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral, appelle à inclure davantage les personnes autistes dans la société. Un message lancé lundi de Pâques qui coïncidait avec la Journée mondiale de l'autisme. Pour le cardinal Turkson, il est fondamental de construire, je cite, « une solide alliance entre les secteurs sanitaires, socio-sanitaires et éducatifs ». Cette question sera certainement abordée lundi prochain lors de la venue du président Macron au Bernardin. Il a été invité pour une soirée par les évêques durant laquelle des personnes vulnérables vont témoigner. Comme Samuel Benard avec son frère, il est atteint de troubles autistiques. Nous les avons rencontrés. Moi, ce que je veux faire passer, en fait, c'est le fait qu'on ne soit pas mis de côté, qu'on est des citoyens comme tout le monde et que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas être français et qu'on ne peut pas faire partie de la société comme tout le monde. Et des fois, même, on est même beaucoup plus intelligent que certaines personnes non handicapées. C'est vraiment le message qu'on veut faire passer. Les personnes handicapées sont une vraie richesse pour toute la société et elles méritent d'avoir une place à part entière pour apporter leur pierre à l'édifice. Et que j'aimerais qu'on soit dans un monde plus fraternel où les gens aient moins peur du handicap et que on y gagnerait que tous les gens connaissent ce que c'est le handicap. 510 personnes sont mortes dans la rue en France en 2017. Ce sont les chiffres publiés hier par le collectif Les Morts de la rue.
Comme chaque année depuis 2002, il a organisé une cérémonie d'hommage à ces hommes et femmes victimes de la pauvreté. Leurs noms ont été énumérés hier en fin d'après-midi devant l'Hôtel de Ville à Paris. Le procès du cardinal Barbarin, dans le cadre d'une procédure de citation directe, est reporté au 7 janvier. Il devait débuter hier à Lyon. L'archevêque est poursuivi avec 5 autres personnes. L'association La Parole Libérée leur reproche de ne pas avoir dénoncé à la justice les agressions sexuelles du père Prénat survenues dans le diocèse de Lyon. Le report est dû à un vice de procédure. Un nouveau site internet sur le patrimoine chrétien en Irak a été lancé hier soir à Lyon. Malgré l'ampleur des destructions faites par Daesh ces dernières années, mesopotamiaheritage.org, c'est son nom, nous fait découvrir de hauts sites chrétiens et yézidis en Irak par des notices, des photos et des vidéos réalisées en partenariat avec KTO, avec pour objectif de faire un inventaire et de participer à la sauvegarde de ce patrimoine par les moyens du numérique. Son lancement a donc eu lieu hier soir à l'Université catholique de Lyon, avec une table ronde sur l'importance de la sauvegarde de ce patrimoine pour construire l'avenir. Nous avons rencontré il y a quelques jours sa béatitude de Louis-Raphaël Sacco, patriarche des Chaldéens, et il réagissait sur le sens de cette initiative. Je suis très triste de parler du patrimoine sans parler de la communauté. Ce patrimoine a été vécu par la communauté et est vivant parce qu'il y a une communauté. Donc il faut aider et supporter cette communauté à rester pour que ce patrimoine continue. Autrement, si c'est séparé de la communauté, si les gens s'en vont, c'est fini, ça devient un patrimoine dans l'histoire coupé des racines. C'est comme un arbre. Si un arbre est coupé, il n'a plus de ses racines, c'est fini. Il faut aider les gens à continuer à vivre ce patrimoine d'une manière nouvelle. C'est bien de le conserver, mais je crois que le plus important sont les personnes, les communautés chrétiennes, qui doivent rester là-bas et continuer leur mission et leur vie normale. En République démocratique du Congo, un prêtre a été enlevé le jour de Pâques. Le père Célestin Ngango est curé de la paroisse de Karambi au nord Kivu. Il a été kidnappé par des individus non identifiés alors qu'il revenait de la messe de la résurrection. Une rançon a été demandée. Dans un communiqué, les évêques exigent la libération du prêtre ainsi qu'une prise de responsabilité de la part des autorités pour garantir la sécurité des citoyens. On écoute la réaction du porte-parole de l'épiscopat. Le père Ncholet s'exprimait sur les ondes de Vatican News. C'est vraiment préoccupant. En 2012, il y a 3 prêtres qui ont été kidnappés. Jusque-là, on n'a pas de nouvelles. Au mois de juillet 2017, la même chose. Et voilà encore un autre. C'est vraiment désolant. Ce sont des bandits qui ont besoin d'argent, mais c'est aussi un signe qui ne trompe pas qu'il y a un problème de gouvernance qui n'arrive pas à sécuriser le pays. Qui prennent leurs responsabilités à main en sécurisant la population et le territoire national, particulièrement dans le nord et sud Kivu. Nous pensons, si on arrivait à organiser de bonnes élections, on aura des institutions fortes qui vont arriver à sécuriser la population et le territoire national. Par ailleurs, la conférence épiscopale a indiqué être toujours sans nouvelles de 5 prêtres. En Suède, une première depuis 500 ans, la communauté catholique de la ville pourra célébrer la messe dominicale dans la cathédrale luthérienne à partir du 21 octobre, le temps que les travaux dans l'église de Saint-Thomas aient lieu. Une preuve de bonne entente entre les églises catholiques et luthériennes de Suède dans le sillage de la visite du pape François dans cette cathédrale en 2016 pour la commémoration des 500 ans de la Réforme. La 3e prochaine exhortation apostolique du pape François sera diffusée lundi prochain, a annoncé le Saint-Siège aujourd'hui. Intitulée Gaudete et Exultate, elle sera dédiée à l'appel de la sainteté dans le monde contemporain. Retour en France dans le diocèse de Metz. Son évêque, Monseigneur Jean-Christophe Laglaise, a annoncé la semaine dernière avoir demandé au Vatican d'être assisté d'un évêque auxiliaire pour des raisons de santé. Il souffre d'un problème cardiaque qui altère sa résistance physique. Âgé de 64 ans, Monseigneur Laglaise est à la tête du diocèse de Metz depuis 2013.
À Lourdes, une nouvelle page de l'accueil des pèlerins s'est ouverte. 4 ans après le début des travaux, le nouveau chemin des pèlerins dans le sanctuaire de Lourdes a été inauguré et béni hier en présence de la préfète de Haute-Pyrénées, Béatrice Lagarde, et de Monseigneur Brouvet. L'évêque du lieu est à l'initiative du projet. Après leur passage à la grotte, les pèlerins sont désormais invités à effectuer le geste de l'eau en aval du lieu des apparitions, puis à déposer un cierge de l'autre côté du Gave. Le chemin de croix a aussi changé de place. Il est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. On écoute le recteur du sanctuaire. Le nouveau Lourdes est toujours la grotte de Lourdes. C'est ça que les gens cherchent. Et c'est finalement toujours l'entrée dans ce mystère qui est proposé. Donc les gens qui ne savent pas doivent être accueillis par ce lieu, mais ils doivent être aussi accueillis par des gens qui habitent ce lieu. Et je crois qu'il est beau, en inaugurant ces espaces, de penser à ces milliers de bénévoles qui sont là à disposition et qui, vivant eux-mêmes une expérience de pèlerinage, peuvent la partager. Je pense que le message de la petite Bernadette, c'est un message de simplicité. Que tout ce qui a été bâti ici se fasse oublier au profit de l'expérience du pèlerin. Et puis pour faire que l'expérience soit une expérience à la fois collective, pour 1000 personnes, ou extrêmement intime. On vient d'entendre le recteur du sanctuaire parler de l'importance des bénévoles pour accueillir les pèlerins à Lourdes. C'est la mission de la cité Saint-Pierre, située à 2 pas du sanctuaire. Structure du secours catholique, elle accueille des pèlerins en situation de précarité depuis 1955. Et pour poursuivre sa mission, elle a besoin de bénévoles. Encore calme, la cité Saint-Pierre se prépare pour la saison des pèlerinages. Afin de faire face à l'afflux massif de pèlerins, il faut chaque année des renforts très importants. Chaque année, 1200 bénévoles sont indispensables pour faire vivre ce lieu et accueillir ces personnes. Et parmi ces 1200, il y en a 600 qui reviennent d'année en année, qui sont fidèles, qui le peuvent, et 600 que l'on est obligé de chercher. Une recherche qui s'avère complexe, puisqu'un bénévole doit être disponible entre 1 et 3 semaines. Pour sa 3e année de service, Marie s'occupe de l'accueil et de la restauration, des postes qui lui permettent une multitude de rencontres. J'ai rencontré à la fois des gens beaucoup plus âgés, des gens de mon âge, des gens plus jeunes aussi, qui viennent de tous les pays, qui ont des cultures, parfois des manières d'envisager leur foi, même très très différentes. Et on s'aperçoit qu'on peut vivre en communauté avec ces personnes, toujours en se sentant dans une atmosphère vraiment bienveillante en permanence. Et ça, c'est extrêmement ressourçant. Pour ce printemps, il manque encore à la cité Saint-Pierre 50 bénévoles en avril, 50 en mai et aussi 50 en juin. Et puis les reliques de Sainte Bernadette ont été accueillies dans le diocèse de Cambrai. De lundi à mercredi, elles ont été installées dans la cathédrale Notre-Dame-de-Grâce de Cambrai. Sœur Bernadette Moriot, la 70e miraculée de Lourdes, est également venue témoigner devant de nombreux fidèles du diocèse. Et on poursuit avec la chronique du père Devers et il nous parle du colonel Beltrame, signe du sens de la vie, donner et se donner. L'accumulation de situations sordides nourrit le désenchantement d'une société au risque avéré de faire en sorte qu'elle perde de son dynamisme. Mais heureusement, il y a de ces belles situations qui offrent un avenir. Et c'est d'abord cette Pâque que nous venons de vivre. Ce n'est pas le temps d'un souvenir, c'est le temps d'une mémoire d'un avenir. Nous sommes appelés à être des ressuscités. Et l'actualité, bien sûr, avec cet événement tragique, mais aussi cet événement qui, par son abnégation, finalement, a créé une magnifique lumière, une lumière pascale, avec le fait que Arnaud Beltrame donne sa vie. D'un côté, l'horreur, de l'autre côté, en fait, l'honneur. L'horreur avec ce terroriste enfermé dans sa radicalisation, dans ses échecs, et qui va s'auto-proclamer un martyr, comme si on pouvait le devenir en martyrisant. Et de l'autre, cet homme de l'honneur, cet homme qui conçoit la vie comme un don. Donner la vie, c'est aussi finalement le signe auquel nous sommes appelés, nous les chrétiens. Alors, il y a eu un très bel hommage national. Cet hommage a conduit en fait à dire notamment « Merci mon colonel ». Bien, ce merci doit nous conduire non pas à rompre avec lui,
mais à rompre les rangs au sens où nous sommes appelés précisément, là où nous sommes conduits à être, pas tant des héros, mais en tout cas des hommes et des femmes appelés à donner, se donner, parce que l'esprit vit. Et quand l'esprit vit, alors c'est une invitation à transformer les situations sociales pour que ces situations donnent la trace d'un amour. Ce mot n'est pas trop grand, je crois qu'il faut pouvoir l'accueillir, pas avec des mots, qu'ils deviennent paroles de notre vie. Merci Père, tout de suite la revue de presse. Et on commence avec La Vie et sa une sur l'amour vache entre les Français et la SNCF, Henrik Lindel. Oui, exactement. Nous avons décidé de parler de cet amour et cette relation qui existe entre les Français et la SNCF. Je pense que ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Il y a un attachement qui est tout à fait passionnant à étudier quand on prend un peu de distance par rapport à ça. C'est facile pour moi parce que je ne suis pas français, donc du coup je vois ça avec un regard qui n'est peut-être pas le vôtre. Eh bien justement, on en parlera dans quelques instants dans notre dossier. On ne compte plus le nombre d'ouvrages et de propositions sur la question du rapport père-fils. En revanche, rien ou presque n'existe pour aider les pères à nouer une relation proche et juste avec leurs filles. Père et fille, une relation à réinventer, c'est le dossier de Famille chrétienne cette semaine. À l'occasion des Journées européennes des métiers d'art qui se tiennent actuellement, Pèlerin a rencontré Sylvanie O'Haraud, un compagnon couvreur charpentier orphelin très jeune. L'apprentissage et l'artisanat, avec ses valeurs de partage et d'échange, lui ont permis de se reconstruire. L'hebdomadaire protestant Réforme consacre un dossier sur la fin de vie. Entre les partisans du suicide assisté et ceux du respect de la vie, jusqu'au bout, peut-on établir une position médiane, s'interroge Réforme, notamment avec les réflexions de théologiens et de médecins. Mai 68, une révolution restée en suspens, c'est le dossier de France catholique à l'occasion de la sortie du livre de Gérard Leclerc, Sous les pavés l'esprit aux éditions Salvator, un livre qui donne les clés de la genèse intellectuelle et culturelle de mai 68. Voilà pour la revue de presse, tout de suite le dossier. Le trafic ferroviaire a été très perturbé hier avec la grève des cheminots. La première étape d'une grève intermittente qui devrait reprendre dimanche pour 2 jours. Les usagers semblent divisés. Le soutien à la grève progresse dans l'opinion, mais demeure minoritaire. 46% des Français sont contre, selon un sondage IFOP publié dimanche dans le JDD. Selon ce même sondage, 51% soutiennent la réforme du gouvernement. Louis Dauphren, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Alors, est-ce une bonne nouvelle ou pas que cette grève ne soit pas si populaire que ça ? Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Moi, je ne suis pas un oracle. Ça m'est difficile d'analyser les choses pour savoir comment ça va se dérouler dans le temps. Ce qu'on peut dire, ce que nous, on a essayé de faire sur notre antenne, c'est de montrer aussi peut-être la complexité de certaines choses avec des personnes comme Joseph Touvenel, par exemple, qui est venu expliquer que la période d'essai pour entrer à la SNCF, par exemple, c'est 2 ans et demi. Bon. Il n'y a pas un statut de cheminot, il y a des statuts de cheminot. Il y a aussi des incohérences, peut-être pour certains syndicats, la CGT par exemple, qui est très en pointe pour contester la réforme, mais qui par rapport à l'Union européenne, en réalité, et au gouvernement et à l'élection d'Emmanuel Macron, était plutôt finalement favorable à la situation qu'elle dénonce aujourd'hui. Donc c'est très difficile de s'insurger contre une situation que finalement on a contribué, mine de rien, à créer au moins par une forme de passivité ou de soutien au gouvernement, ou du moins à l'élection de ce gouvernement, etc. Donc on a essayé de montrer les choses avec des facettes un petit peu plus complexes, sans essayer de prendre nécessairement parti pour dire les cheminots c'est épouvantable, ou halte on est pris en otage. Moi je soulignerais quand même qu'il y a certaines images qui peuvent paraître, c'est vrai, étonnantes. Quand on voit ces quais de gare bondés, on se dit quand même qu'il y a peut-être une forme d'irresponsabilité alors qu'on vient de vivre un attentat. Imaginons si un attentat se produisait sur un quai de gare bondé aujourd'hui. Quelle attitude faudrait-il adopter ? Quel est le sens de la responsabilité des personnes qui engagent quand même un mouvement social dans une grève dont on connaît déjà les jours fixes, puisqu'on sait que voilà, ça crée des perturbations tel ou tel jour. Donc il y a peut-être des réflexions à mener de ce côté-là aussi. On vient d'entendre les interrogations de Louis Dauphren. Henrik Lindel, chef de rubrique Société à la vie, vous le soulignez pendant la revue de presse. Alors vous, comment est-ce que vous regardez ces grèves avec votre regard de l'étranger ?
Moi, je pense que la France se trouve devant une situation où elle doit évoluer, elle doit changer. La SNCF doit changer. D'abord parce que la France participe à quelque chose qui s'appelle l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, il y a une directive qui a été faite il y a quelques années pour dire que le rail doit être ouvert à la concurrence. La France a attendu avant de faire cette réforme. Elle a attendu 20 ans, plus que les Allemands, plus que les Anglais, plus que les Italiens. Elle est en retard. Et ce n'est pas l'Europe qui impose cela à la France, c'est la France qui participe à quelque chose qui s'appelle l'Union européenne et il faut qu'elle assume ça. La deuxième raison pour laquelle la SNCF doit évoluer, c'est parce qu'elle est très lourdement endettée. 50 milliards d'euros. C'est le budget de l'éducation nationale. C'est un montant absolument abyssal, c'est énorme. Donc il faut que cette entreprise change. Il y a des changements importants faits par nos voisins. En Allemagne, Deutsche Bahn, qui est la SNCF allemande, Deutsche Bahn était lourdement endettée il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle n'est pas endettée. Elle est d'ailleurs tout à fait bénéficiaire. La libéralisation du rail a été faite en Allemagne il y a 20 ans avec un résultat assez surprenant dans la mesure où l'offre a augmenté de 30%. Donc il y a plus de trafic, il y a plus de transport ferroviaire, il y a plus d'offres, il y a plus de lignes ouvertes en Allemagne aujourd'hui qu'il y a 20 ans, grâce à cette libéralisation du rail. En Angleterre, la situation est très différente parce qu'ils ont opté pour une privatisation un peu, tout à fait, on va dire, sauvage pour faire vite, et le résultat est moins probant. Mais le fait est que quand on regarde ces exemples ailleurs, on constate une chose, c'est que les Français n'ont pas voulu changer. Pour des raisons qui leur sont propres. Il y a un attachement, comme on a dit, à la SNCF qui est absolument énorme. Nous, on a donné la parole à un de mes collègues qui s'appelle Jean-Claude Noyer, qui est fils de cheminot. Et on lui a demandé de décrire ce que c'est avoir cet attachement. D'avoir donc, déjà par rapport à son père, par rapport à la SNCF, entreprise nationale. Et est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé de rompre avec cet attachement, parce que la SNCF doit évoluer, parce que la SNCF doit changer de son statut. La SNCF deviendra une société anonyme. La SNCF doit accepter qu'il y a une concurrence sur le rail en France, à la fois en région, à la fois sur les lignes nationales. La SNCF va devoir subir ce changement pour les cheminots, qui est la suppression de ce fameux statut, mais c'est une suppression qui sera plutôt pour les recrues, pour ceux qui seront nouvellement embauchés et non pas pour ceux qui sont déjà cheminots aujourd'hui. Est-ce que c'est le drame? Est-ce que c'est forcément terrible comme événement, comme changement? J'en suis pas sûr. Vous verrez vous-même. Hein. Le gouvernement se réfère à l'Allemagne. Regardez ce qui se passe en Allemagne. C'est pas un changement dramatique qu'ont subi les Allemands. Louis Defresne, on vient d'entendre Henrik Lindel pointer du doigt les réformes problématiques, en tout cas ce qui pose problème à la SNCF. Est-ce qu'au fond, on est suffisamment informé des enjeux de cette réforme aujourd'hui en France? Est-ce que vous avez le sentiment que les Français savent de quoi il s'agit au fond? Ils le savent, à mon avis, parce qu'ils l'éprouvent. La profonde inégalité du système entre les trains de banlieue, par exemple, où vous êtes maltraités, et les TGV, qui, en fait, ont rompu quand même un petit peu avec la culture de la SNCF. Il y a toute une volonté de commercialiser le rail sous la forme de l'avion, par exemple. Quand vous êtes dans un TGV, on vous dit à bord, alors que vous êtes à bord, on vous dit tout sauf le train. On vous parle de tout sauf d'un train. Il y a eu une rupture avec la culture ferroviaire, qui, à mon avis, a contribué aussi à détacher quand même un petit peu les Français de cet attachement au rail, qui est fondé sur un attachement aussi à l'industrie. Le rail a été porteur de l'industrie. Pour moi, la SNCF, qu'est-ce que c'est? Enfin, la SNCF, le rail, parce que la SNCF, c'est quand même récent par rapport à la réalité du rail. Vous avez la fameuse étoile de Legrand, qui est une incarnation du jacobinisme à la française, où tout doit partir de Paris, qui était quand même pour démocratiser les transports, la mobilité, la rendre accessible à tous. Finalement, aujourd'hui, on est dans le schéma inverse. Aller à Lourdes, par exemple, pour moi, qui est une famille, aller à Lourdes avec ma famille, ça me coûte 1 000 €. Et encore en demi-tarif, quasiment.
Faudrait que je vérifie. Mais vous imaginez, ça veut dire que je prends la voiture, c'est pas possible. Bon. Donc c'est devenu en fait un moyen de transport extrêmement cher, réservé à des Parisiens. L'inverse, à mon avis, de la vocation de la SNCF. Pour moi, la SNCF, le rail, c'est le viaduc de Garabit, le viaduc d'Eiffade, c'est tout un génie, je vous dis, le génie d'Eiffel, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus... cet alignement sur l'avion, à mon avis, a beaucoup nuit, en tout cas la culture de l'avion, a beaucoup nuit à cette culture dont vous parliez, Henrik. Ce qui est effectivement très intéressant à voir aussi, c'est que la SNCF est une entreprise très performante dans la mesure où le service est performant en France. Le transport ferroviaire pour les passagers en France est bien noté quand on compare ce qui se passe pour les passagers en France par rapport aux Anglais et aux Allemands. Il n'y a pas de problème, on va dire. Parce que justement, on a voulu avoir ces lignes à grande vitesse. Et on a tout misé là-dessus. On a sans doute laissé tomber un peu les lignes régionales, aussi les trains de banlieue, etc. Mais si on regarde ailleurs, c'est pire encore. Hein. Donc effectivement. Mais le vrai problème en France, c'est pas ça. C'est que la SNCF est très déficitaire. Donc quoi qu'on fasse, il faut changer. Quoi. Il faut faire quelque chose. Ceci n'est pas une question de si on aime la France, ou si on aime le train, ou si on aime pas. C'est pas ça la question. La question est comment on fait pour rendre cette entreprise rentable. Parce que c'est vous et moi qui payons la dette de la SNCF. C'est ça le problème. Pour conclure, Louis Dauphren, il nous reste quelques secondes. En deux mots, c'est un pays que je cite souvent, la Suisse, mais de rien, la façon dont la Suisse gère son patrimoine ferroviaire est quand même, je pense, un exemple. Hein. C'est à la fois géré par les cantons, il y a des propriétés régionales, il n'y a pas nécessairement le monopole, il y a un très bon service dans le service ferroviaire en Suisse. Peut-être qu'on peut s'inspirer de modèles plus décentralisés, finalement revenir à l'esprit du rail d'avant 1938, peut-être. Merci beaucoup, Louis Dauphren. Merci beaucoup, Henrik Lindell, d'avoir partagé vos regards. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. À la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.